donc le webinaire qui est proposé par le KIF dans le cadre du programme Les Sentiers. Juste, je partage. Hop. Le diaporama. Je vais enlever le truc. Voilà. Donc, bienvenue voilà, à tous et à tous, à toutes et à tous. Donc, on est sur le webinaire du programme des Sentiers qui est organisé par le KIF. On est sur un webinaire qui fait partie d'une série de webinaires. C'est déjà le 3e. Et celui-ci est dédié au financement lors de la création et du lancement de son activité sur un territoire en milieu rural. Donc, on va... juste, pardon. Donc là, on est vraiment sur pour vous montrer tout ce qui est enjeu de financement à l'étape de la création en ruralité, les freins, les leviers également qui peuvent être présents, vous informer sur tout ce qui est dispositif et points d'entrée sur le financement en milieu rural, et puis également, vous allez voir des témoignages de différents intervenants. On en a 3 aujourd'hui. Je laisse Clotilde, parce qu'on est à 4 sur le KIF, donc on est en animation avec Clotilde d'Intermed, et moi je suis Émilie Pétavin d'Atis, donc de structure, et puis on a l'appui et le soutien de Lucas et de Sandy, donc qui sont de Ronalpia, et l'adresse, 2 autres structures également qui font partie du collectif du KIF. Clotilde, je te laisse la parole. Ouais, merci Émilie. Je reviendrai un petit peu plus tard, du coup, enfin juste après, sur dans quelle structure je travaille. Mais d'abord, rapidement, quelques petites règles pour que ce webinaire se passe du coup de la meilleure manière. On essaye dans la mesure du possible de couper son micro pour éviter les interférences. La dernière séquence de cette visio, elle sera dédiée à de l'échange, donc n'hésitez pas à lever la main et à participer. Voilà, si vous avez besoin d'approfondir sur certains points, ou voilà, toutes les questions qui pourront émerger au cours des partages. Et puis là aussi, dans la mesure du possible, c'est plus convivial de garder la caméra, mais voilà, si jamais pour des raisons de bande passante, etc., c'est plus simple de fermer la caméra, il n'y a pas de problème non plus. Euh, pour présenter un petit peu le KIF, qui est une alliance nationale composée du coup de 10 incubateurs, donc des acteurs de l'accompagnement à la création, à la consolidation, au développement des projets de l'économie sociale et solidaire. Pour ma part, moi, je travaille du coup dans l'incubateur Intermed qui est basé en région PACA. Et pour dire aussi quelques mots sur voilà, le type d'acteurs qu'on incarne, on est des acteurs qui sont à l'interface de plusieurs réseaux, communautés d'acteurs, donc publics, privés et évidemment de l'entrepreneuriat social, et avec pour métier commun celui de l'accompagnement du coup des activités d'utilité sociale et environnementale. Et je te repasse la main, Émilie, Oui. pour parler un petit peu plus de ce qui a été lancé à l'endroit du KIF, du coup. Exactement. Donc, au niveau du KIF, donc ce collectif de structures, des 10 structures, on a déjà lancé 4 actions. Donc, il y a les sentiers que vous voyez tout à droite, là, qui est un programme d'accompagnement à la préimplantation dans les territoires ruraux. Mais on a également 3 autres actions qui ont été développées. Donc, on a un programme d'accompagnement, une communauté, et puis également un groupe de réflexion sur Épilogue. Donc, là, on est sur un secteur d'activité particulier puisqu'on est sur des innovations sociales, sur tout ce qui est deuil, funéraire et fin de vie. On a un autre programme qui est inclusion et ruralité qui permet d'accompagner des structures d'insertion professionnelle sur les territoires ruraux. Et on a une dernière action qui va être un référentiel d'évaluation d'impact social. Donc là, c'est pour nous, pour avoir une base de données puis une évaluation de notre impact social sur nos actions, voilà, les actions que l'on mène, les 10 structures, voilà, l'ensemble du collectif. Sur l'accompagnement, si on zoome sur le programme Les Sentiers, il y en a certains qui connaissent, et puis j'ai vu qu'il y avait des structures qui participent aux sentiers dans les participants d'aujourd'hui. Donc les sentiers, on accompagne les structures dans la réflexion préalable à leur SMage.
Ce programme, il permet de s'assurer qu'elles sont prêtes à essaimer, de trouver le meilleur endroit, le meilleur territoire, et de partir à la rencontre, en fait, de ce nouveau territoire. Il est organisé avec 2 séminaires de 2 jours, pour choisir son territoire, pour élaborer son modèle, d'essaimage. En même temps, il y a un accompagnement sur mesure local. Donc là, c'est vraiment avoir le côté tiers de confiance local et commencer à aller rencontrer, à identifier les acteurs, locaux. Il y a l'accès aussi à tout ce qui est, culture, vraiment, ce qu'il faut savoir sur ce territoire-là et même le off. Et il y a également dans le cadre de ce programme-là, du contenu, via, par exemple, des webinaires ou des rencontres avec différents partenaires que vous avez, là noté tout à droite de la diapo. Ah, donc tout un programme d'accompagnement qui a déjà eu lieu, en 2024 et il y aura de nouveau un autre programme d'accompagnement, qui va avoir lieu en 2025. Et là, donc il y a 11 structures qui ont été accompagnées en 2024, voilà, sur différents secteurs d'activité, que ce soit, sur tout ce qui est, développement des commerces, en milieu rural, que ce soit, il y avait des actions sur tout ce qui était lien social pour les personnes âgées ou pour, par exemple, des jeunes étrangers isolés. Donc, vraiment une diversité de structures qui ont été accompagnées. Oui, alors pour ce qui est un petit peu des séquences de ce webinaire, on va vous faire une très rapide introduction voilà, sur le financement en ruralité, sur les points du coup, qui sont listés, quelques dispositifs, quelques acteurs clés et les spécificités de ce type de financement. Et puis j'en profite aussi pour adresser un grand merci à Adèle, Raphaël et Maya qui travaillent respectivement pour un territoire leader basé en Normandie, Village Vivant et France Active Nouvelle-Aquitaine pour avoir du coup dédié du temps à la préparation de ces retours d'expérience et de nous partager du coup un petit peu leur point de vue sur ce sujet. Et comme ça, alors juste là, on vous remet en contexte, et c'est une introduction avant d'avoir les illustrations et les témoignages. On voulait revenir sur quelques éléments. Alors, peut-être juste redire que quand on est sur une phase d'essaimage, quand on lance son activité, c'est très important d'avoir bien en tête les différents besoins financiers à couvrir. Parce que ça permet de cibler les partenaires, les acteurs. Donc, c'était juste pour rappeler ça, pour pas vous donner ce côté un peu solution magique en vous disant, il y a ce partenaire-là, ces fondations privées qui peuvent vous aider. En amont, ça veut dire que quand vous créez et que vous lancez votre activité sur un territoire, il faut avoir estimer, chiffrer ces différents besoins, donc d'avoir aussi bien les besoins en investissement au démarrage, donc tout ce qui est achat de matériel, d'équipement, du foncier. Donc après, on va voir avec Village Vivant, il va revenir sur cette question-là. Avoir également bien chiffré les besoins en fonctionnement. Donc, que ce soit le temps humain pour mettre en place l'ingénierie, l'étude de faisabilité. Et le troisième besoin qui peut faire peur à certains parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, le besoin en fonds de roulement? D'autres doivent le connaître, mais c'est très très important d'avoir aussi estimé, de connaître votre besoin en fonds de roulement, particulièrement sur ces phases, alors que ce soit de création et aussi quand on est en développement, qui est tout simplement en fait le temps entre le moment où on décaisse, en fait, voilà, où on a besoin de payer, que ce soit les salaires, que ce soit des équipements, des fournitures, et le temps, le moment où on commence à encaisser tout ce qui est le chiffre d'affaires avec la vente des produits et services. Donc c'est très important parce que ça peut déséquilibrer un modèle. Et c'est très important aussi parce qu'il peut y avoir, en fonction des besoins, de ne pas arriver avec un besoin en disant j'ai besoin de 50 000 euros, mais dans ces 50 000 euros, quels sont les différents besoins et d'avoir la distinction entre ces besoins. Et pour, pour que ce soit cohérent et que vous sachiez comme ça, une fois que vous avez estimé vos besoins d'investissement, vous pouvez vous dire, comme outil financier pour y répondre, vous pouvez avoir par exemple des subventions d'investissement ou de l'emprunt à moyen terme, long terme. Et donc, les acteurs à aller voir, ça peut être une banque, ça peut être une collectivité, ça peut être une fondation pour y répondre. Sur les besoins en fonctionnement, il y a ce côté, c'est votre modèle économique. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, c'est le modèle économique, le chiffre d'affaires qui permet de couvrir ces besoins-là.
ou des subventions d'exploitation, subventions de fonctionnement. Et sur le troisième, sur tout ce qui est besoin en fonds de roulement, c'est pareil, c'est très important de le chiffrer, parce que alors souvent à la création, on en a peu. Quand on est sur une création ou un développement, un essaimage avec la maison mère, des fois à des fonds propres, donc ça permet d'avoir les outils financiers pour y répondre, ou autrement. Vous pouvez avoir des fonds territoriaux comme France Active, Maya va en parler tout à l'heure, ou des banques pour y répondre. Et juste pour finir sur... j'enlève juste le micro. Juste pour finir là-dessus, le cheminement que vous devez toujours avoir de toute façon, c'est lister, évaluer vos besoins financiers, de bien distinguer par rapport à ces besoins financiers les 3 types de besoins, donc entre fonctionnement, investissement et besoins en fonds de roulement. Et après, d'identifier comme ça en face les ressources pertinentes pour chaque besoin et d'identifier les partenaires, les financeurs, pareil pour chaque outil et ressources nécessaires. Ouais, c'est bon, c'est celle-ci des slides. Voilà, pardon. Donc voilà, et Lily vous a présenté, vous a rappelé les principaux besoins du coup sur cette phase d'implantation, d'installation, de lancement. Et là, on va rapidement du coup se faire un petit panorama du coup des types de financement en commençant par les financements privés. Et là, l'idée du coup qu'on voulait vous transmettre, c'est celle d'être globalement à l'affût, puisqu'il n'y a pas non plus énormément de financeurs privés qui se positionnent, mais tout de même à signaler du coup la fondation RTE et MSA, avec qui du coup à l'endroit du KIF, on travaille actuellement sur un programme intitulé Inclusion ruralité et qui s'intéresse aux projets autour de la résilience alimentaire. Et du coup, ça nous permet de dire que avoir une attention du coup sur la manière dont ces financeurs privés se positionnent sur le soutien des projets en ruralité, qui peut être soit de manière généraliste, comme le fait la fondation RTE, qui du coup globalement soutient tout type de projet de l'économie sociale et solidaire qui a la volonté d'apporter un impact et une valeur ajoutée sur un territoire basé en ruralité. Et ici, la MSA, du coup, qui a plus une entrée thématique, comme j'ai pu le dire juste avant. Euh, on a également voulu revenir sur les financements publics et il y a quelques spécificités du coup qui se dégagent des financements du coup dédiés à la ruralité à l'endroit public. Tout d'abord, qui sont souvent adossés à une politique publique territoriale. On vous a rappelé du coup ici quelques exemples de programmes, donc le programme Leader, Village d'avenir qui est adossé à France Ruralité. Et en fait, l'implication, c'est que les collectivités territoriales locales sont souvent autorités de gestion. Donc, c'est-à-dire que les structures de l'ESS peuvent bénéficier de ces fonds, mais doivent s'adresser du coup aux collectivités gestionnaires. Et du coup, il est intéressant d'un petit peu connaître le paysage institutionnel pour pouvoir relationner avec ce dernier. Euh, Pour revenir du coup sur les politiques publiques territoriales et les financements publics, il y a plusieurs modalités, enfin typologies du coup de programmes. Certains se traduisent par des appels à candidature et là du coup c'est aux collectivités d'adresser une candidature, comme c'est le cas sur Village d'avenir. Alors qu'il y a aussi des programmes comme les zones de revitalisation rurale qui sont, eux, basés sur des critères. Et donc, de facto, des territoires peuvent, du coup, euh, correspondre, du coup, à ce type de critères et, du coup, être rentrés dans le programme. Mais là encore, du coup, l'idée pour les porteuses de projets de l'ESS, c'est de aller chercher l'appui, déjà se faire identifier et d'aller chercher l'appui, la contractualisation avec le territoire lauréat ou la collectivité territoriale gestionnaire, le cas échéant.
Et parmi du coup la pluralité des programmes que on a pu du coup là balayer rapidement et sur lesquels on reviendra un peu plus en détail juste après, il y a un acteur qui est un petit peu incontournable, c'est la Caisse des dépôts. Et là, on voulait rapidement vous proposer un décryptage parce que du coup, c'est quand même voilà un acteur qui a plusieurs métiers et notamment ici, on voulait revenir sur deux métiers en particulier reliés au financement. Donc, le financement des entreprises qui est là assuré par BPI France. Et en ce qui concerne le conseil et le financement des collectivités locales, il s'agit là cette fois-ci de la Banque des territoires. Et je laisse Émilie, grâce à un schéma, voilà, rentrer plus en détail sur la manière dont fonctionne cet acteur. Oui. Alors, sans vous faire peur, c'était vraiment, alors, en sachant que c'est un schéma qui n'est pas exhaustif, mais c'était pour que vous puissiez voir les différentes, effectivement, contractualisations, territoires. Clotilde en parlait juste avant. Souvent, on entend le côté petite ville de demain, village d'avenir. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? En fait, ce n'est pas la même chose. Donc là, c'était juste pour faire un schéma de montrer les deux acteurs. Clotilde vient de parler de la Caisse dépôt, qui effectivement est un groupe de l'État, qui a la Banque des territoires, en fait, c'est un de ses métiers. Et à côté, il y a ses deux partenaires, la BPI France et la Poste. Et quand on regarde donc un de ces métiers, le côté Banque des territoires, effectivement, elle va contractualiser avec des collectivités. Et vous allez voir les différents dispositifs ou en tout cas des limitations territoriales qui peuvent être possibles. Là, particulièrement sur la ruralité, celle qu'on va voir, ça va être les petites villes de demain, donc qui sont des territoires où il va y avoir moins de 20 000 habitants et où la Banque des territoires va permettre de financer et de proposer de l'accompagnement aux collectivités sur tout ce qui est développement local, développement rural et transition écologique. Souvent, elles peuvent se lier, il peut y avoir une complémentarité, par exemple, pour certains territoires comme Avenir Montagne, quand on est sur les territoires Auvergne, Rhône-Alpes-Auvergne, Pyrénées. Et alors, un tout petit peu plus important, on peut avoir le côté action cœur de ville, mais là, on est sur des centralités qui sont plus importantes. Souvent, c'est des villes qui sont repérées comme des centralités avec une dynamique en fait économique assez importante. Donc, on est souvent sur des petites agglomérations françaises. Et à côté de ça, on a l'ANCT, donc c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est une agence pareil de l'État qui a un dispositif qui s'appelle France Ruralité. Et dans France Ruralité, attention, il faut me suivre, dans France Ruralité, vous avez donc ces dispositifs qui sont villages d'avenir. Donc là, on va être vraiment sur des toutes petites communes qui vont être sur moins de 3500 habitants. Et l'ANCT par France Ruralité va permettre un accompagnement stratégique de ces communes. Et également, France Ruralité permet pour ces communes d'avoir une aide au recrutement de chefs de projet. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on vous dit, souvent, la porte d'entrée, en fait, ça veut dire que par ces dispositifs-là, les collectivités, on est quand même souvent sur de la collectivité qui est la commune ou la communauté de communes, va pouvoir accéder à soit de l'accompagnement stratégique, soit des financements qu'elles vont mettre en œuvre. Donc, il y a un plan d'action. Et c'est là où, là, enfin, de bien savoir quand vous créez une activité que vous êtes sur ce territoire-là, vous pouvez rentrer sur ces plans d'action en être informé, regarder, aller échanger avec l'interlocuteur, par exemple le chef de projet, voilà, France Ruralité du territoire, vous savez qu'il a voilà, qu'il y a une dynamique, il y a une stratégie d'action et il y a des financements possibles. Donc c'est intéressant que vous sachiez, si vous voulez aller sur certains territoires, savoir si ces territoires ont été contractualisés, peut-être petite ville de demain, ou si il y a le côté village d'avenir. Et je On en a. Oups là. Je te laisse, Clotilde, sur Ouais, la suite. ouais, merci. Ouais, on en termine. Donc là, on vous a présenté des programmes qui sont valables à l'échelle nationale, mais une des dernières idées qu'on souhaitait vous transmettre sur cette introduction, c'est bien évidemment de se rapprocher d'acteurs tels que voilà, les incubateurs et les acteurs de l'accompagnement.
générateurs de projets, etc., qui seront les plus à même de vous renseigner sur des dispositifs qui sont pour le coup déployés en local et plus spécifiques. Voilà, donc là, j'ai pris en exemple la déclinaison régionale de la planification écologique, mais il y en a plein d'autres sûrement en Nouvelle-Aquitaine, Hmm. en Normandie. Et donc voilà, l'idée à retenir, c'est évidemment de se rapprocher des acteurs de l'accompagnement qui sauront vous renseigner sur des dispositifs de financement locaux. Et juste pour vous dire, un petit schéma, de se dire que souvent la création au lancement d'activités, on déploie beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Les financements n'arrivent pas tout de suite, donc il y a un peu une courbe voilà, qui se croise à un moment, mais c'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps humain. Souvent, les financements n'arrivent pas tout de suite et après, il y a un point de bascule. Souvent, une fois qu'on est arrivé sur le territoire, qu'on a des premiers financements, effectivement, ça peut être par ces dispositifs-là, par des financements d'innovation sociale, de création sur financement à la création d'associations. Et souvent, il y a un passage avec un financement par l'autorité compétente sur le secteur et qui fait souvent effet levier sur d'autres financements. Et après, voilà, une fois qu'on est connu, que les partenaires, des fois, viennent à nous aussi pour nous proposer des actions. Donc, c'était juste pour vous dire que c'était pas si simple que ça et qu'on sait que ça demande beaucoup d'énergie au départ sur la création ou le lancement. Et on y va voilà, sur le côté témoignage. Donc là, Clotilde disait, il y a 3 témoignages, juste pour vous redire. Il y a 3 témoignages, il y a des temps de questions-réponses. À la fin, à chaque fois, on se prend 5 à 10 minutes de questions-réponses. Vous pouvez les mettre dans le chat. C'est Lucas qui regarde ça, qui en choisira quelques-unes pour poser les questions comme ça aux intervenants, ou ça peut être sur aussi ce qu'on a présenté au départ. Donc là, pour l'instant, on va laisser présenter comme ça Adèle Nurez, qui est responsable du programme Leader sur le territoire, donc leader du pays de Bernay, des Conches, du Neubourg et du sud de l'Eure. Comme ça, pour vous présenter, on a choisi, donc c'est un témoignage, une présentation sur un territoire, mais c'est juste pour vous dire que les territoires leaders, on l'a choisi parce qu'ils étaient présents quand même sur une grande partie de la France. Donc ça peut être intéressant pour beaucoup d'entre vous. Donc comme ça, elle va nous présenter ce que c'est, à quoi ça sert, les modalités de candidature, aussi les points de vigilance et puis les conseils pour pouvoir, si vous le souhaitez, rencontrer et demander un accompagnement ou un financement leader. Adèle, je te laisse la Ouais, merci présenter. beaucoup, Émilie. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, oui, je m'appelle Adèle. Je suis chargée de mission pour le programme européen Leader. On est beaucoup en France, en effet. Je vous redonne un peu voilà, l'enjeu et du coup la dynamique en fait de ce fonds européen. Euh, donc, ce fonds européen, en fait, Leader, c'est un acronyme. Ça veut dire liaison entre action de développement de l'économie rurale. Je veux bien que tu passes un coup, Émilie. Merci. En fait, c'est un des fonds européens qui découle du deuxième pilier de la politique agricole commune. Le premier pilier, c'est les aides directes aux agriculteurs qui sont financées par l'Union européenne. Le deuxième pilier, c'est un peu des appels à projets pour que les agriculteurs puissent financer des projets sur leur ferme. En fait, la philosophie du programme Leader, c'est de se dire, on va prendre une partie de ce fonds européen pour garder des services en campagne. Donc, on est parti sur notre spécificité sur ce fonds-là, c'est qu'il va aller financer les services, tout ce qui permet à nos campagnes de rester vivantes. Donc, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau français, en fait, on est 308 territoires leaders sur ce programme 2021-2023. Ça fait 30 ans que le programme Leader existe. Donc là, on est lancé, ça y est, dans ce nouveau programme. Ça couvre quand même près de 28 000 communes sur 34 500 en France. Donc, c'est beaucoup en termes de couverture. Donc, normalement, dans toutes les zones rurales où vous avez envie de vous implanter, où vous êtes déjà implanté, normalement, le programme Leader existe. Je dis normalement parce qu'il y a 2 conditions. La première, c'est que il faut que les collectivités, les intercommunalités aient candidaté. Donc, il faut qu'ils aient demandé du leader, c'est pas automatique. Et il y a une deuxième chose, c'est que ce sont que pour la ruralité.
Et donc, toutes les communes qui sont au-dessus de 20 000 habitants vont être inéligibles. Je vous montrerai un peu le cas de la Normandie par la suite. Comme ça, vous aurez un peu tout ce panel, enfin, le panel de la France. Là, il manque un petit euro, mais pour vous représenter, c'est 502 millions d'euros sur toute la France pour le programme Leader de 23-27. Et sur la Normandie, on est à 30 millions. Donc, c'est quand même pas négligeable. On reste quand même un petit fonds européen par rapport à d'autres, mais on a nos spécificités. Donc, ce fonds européen-là, si je rentre un peu dans les détails, c'est le seul fonds européen qui est territorialisé. C'est-à-dire que tous les autres, ils sont en général gérés par la région et qui descendent, auxquels vous devez répondre à un dossier. Là, l'idée, c'est d'avoir un fonds qui est territorialisé sous 3 formes. Donc d'abord, on a une équipe locale d'animation. Donc en général, c'est entre 1,5 et 2 ETP, où on est là pour vous accompagner de l'idée jusqu'à l'obtention de la subvention. Donc on vous décharge de la demande d'aide du dossier, qui reste quand même à un niveau de rigueur qu'on ne peut pas non plus supprimer. Donc voilà, quand on s'engage dans un fonds leader, on vous prévient, mais on vous accompagne pour pouvoir le monter. Il est aussi territorialisé parce qu'il a une gouvernance locale. C'est-à-dire que chez nous, ils sont 36. Donc, il y a 12 élus, 12 élus communaux et 24 personnes de la société civile qui vont représenter les axes thématiques qui ont été choisis au démarrage du programme. Et comme je l'ai dit, du coup, ces axes thématiques, ils sont locaux, ils sont choisis par le territoire. Donc, moi, sur mon GAL, mon groupe d'action locale, donc qui est le territoire leader, on appelle ça un groupe d'action locale, on a 4 collectivités qui se sont mis ensemble, qui ont demandé du leader. Et donc, on a des axes thématiques que je vous présenterai après, qui sont spécifiques à mon territoire. Donc, le territoire d'à côté va potentiellement avoir des axes un peu différents. Donc, renseignez-vous sur ce qui se fait sur votre territoire. Je vous mets juste dans le chat, parce que là, du coup, j'ai accès, la carte des GAL de notre fédération, donc GAL Groupe d'Action Locale. Comme ça, vous pouvez aller regarder par chez vous. Une autre porte d'entrée pour aller chercher, savoir s'il y a du leader sur votre territoire, c'est d'aller regarder sur le site de votre communauté de communes. Et là, vous allez savoir s'ils ont une page leader ou pas. Donc, c'est un fonds européen dont l'objectif est de financer les projets jusqu'à 80% des dépenses. Par chez nous, on a choisi d'avoir un plancher de 6 000 euros et un montant d'aide maximum de 60 000 euros. Ça dépend complètement des territoires. En général, c'est jusqu'à 100 000 euros maximum. Donc, ça peut être quand même une aide à l'investissement ou au démarrage du projet qui est important. J'ai bien spécifié en dessous qu'on n'est pas sur le fonctionnement de la structure. On est vraiment sur un démarrage, une structure qui veut s'implanter chez nous ou qui démarre une nouvelle activité ou un nouveau projet. On va essayer de passer ce projet en tant que tel devant le comité de sélection et de financer de financer les dépenses qui sont liées au projet. Globalement, là, dans l'Assemblée, on a plutôt des porteurs de projets qui sont dits privés, donc associations ou de domaine privé. Au contrario, les publics, c'est plutôt collectivités. On va vous demander d'aller chercher un cofinancement public. Donc, nous, on peut vous accompagner pour le trouver, mais qui résulte d'une aide de la région, d'une aide du département, de la communauté de communes, mais ça peut être aussi des établissements publics, type l'ANCT, l'ADEME, l'Agence régionale de santé. En fait, toutes ces structures qui vont pouvoir faire levier. En général, ce qu'on dit, c'est qu'un 1 euro de cofinancement public donne 4 euros de programme leader. Donc ça, de toute façon, on est là pour faire les estimatifs du plan de financement. Et finalement, quelque chose qui est général sur toute la France, c'est qu'on paye sur facture acquittée. On peut faire des acomptes, pas d'avance, et on paye sur facture acquittée. Donc si je vous prends l'exemple de la Normandie, voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est des territoires qui n'existent pas vraiment, qui ont des frontières administratives qui n'existent pas. Donc nous, on est au milieu, là, Galles du Pays de Bernay, de Conches, du Neubourg et du sud de l'Eure. Toutes les zones qui sont en blanc, ce sont des territoires qui n'ont pas candidaté. Donc ceux qui connaissent la Normandie vont savoir situer Rouen, Le Havre, Caen, même Évreux, qui sont pas éligibles, comme je le disais tout à l'heure, c'est des zones urbaines. Et leurs campagnes, du coup, pour certains ont candidaté, donc ont du leader. Pour d'autres, n'ont pas candidaté, donc sont en blanc et n'ont pas de leader du tout. Sur mon territoire à moi, je vous fais juste un petit zoom pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Nous, on a une enveloppe de 2 millions d'euros
Euh, donc 4 communautés de communes qui se sont mis ensemble. C'est globalement un territoire qui est très peu dense. Notre plus grosse commune, qui est sur le territoire en bleu clair, qui est Bernay, c'est 10 000 habitants. Ça peut dépendre des territoires. Il faudra regarder et voir un échange avec vos animateurs leaders. De toute façon, la gouvernance est locale, ça j'en parlais tout à l'heure, et on est là pour vous accompagner. Donc, les exemples de ce que nous, on finance sur notre territoire, c'est 3 axes, en fait. On est parti sur une stratégie qu'on appelle une stratégie leader, hein, vers la transition vers le mieux vivre. Donc là-dedans, en fait, l'idée, c'était de travailler sur un mieux vivre en bonne santé, donc d'aller financer des actions autour de l'offre de santé, des aidants professionnels et familiaux, de la prévention vers une meilleure alimentation et une meilleure santé, mais aussi le fait d'avoir accès à cette alimentation locale et de qualité. Un deuxième axe autour de- des conditions de la vie humaine et des bien-être des écosystèmes. Ce qu'on entend par là, c'est si on a un environnement qui est sain, alors la santé humaine y sera aussi. Euh, donc là-dedans, on va financer tous les types de projets qui tournent autour de la biodiversité, du vélo, des économies d'eau à usage collectif, des pratiques agricoles durables. Et un dernier axe autour plutôt de l'offre de services finalement en zone rurale. Donc toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qui aimeraient s'implanter ou qui ont des nouveaux projets, mais aussi la transition des services existants, comme un artisan qui souhaiterait travailler sur voilà, un boulanger qui s'équipe d'un four solaire, je dis un peu n'importe quoi, on pourrait l'accompagner dans l'achat de son équipement. Là, c'est un peu un exemple. Forcément, un projet sur la mobilité va aussi travailler sur les modes actifs et la santé des habitants. Donc, tout ça, c'est très transversal. Généralement, ça va être transversal, mais ça vous permet de gagner le plus de points possible en comité de sélection. Et ça, il faudra bien vérifier comment ça se passe sur votre territoire. Ce qui est important et ce qui infuse de la philosophie du leader, c'est vous avez vu, on a un budget qui est 2 millions sur 5 ans, c'est pas énorme. En gros, on présélectionne en général entre 10 et 12 projets par territoire par an. Euh, Ce qui va prévaloir, c'est d'aller regarder comment le projet va être innovant. On ne demande pas que vous inventiez la poudre, mais par contre, que sur le territoire, ce soit quelque chose qui n'existait pas avant, soit une méthode de travail qui n'existait pas avant, soit que le projet en tant que tel, il propose quelque chose que les habitants n'avaient pas l'habitude. L'idée de la dimension partenariale, c'est de vous encourager à vous mettre en relation avec le territoire. Donc, on va regarder ça aussi. Les effets leviers du leader, c'est à quel point le programme leader dans votre budget de projet et d'installation va être important. Donc, en tout cas, chez nous, sur notre territoire, plus plus le programme leader représente un pourcentage important de votre budget, plus vous gagnez des points. Évidemment, il faut que vous participiez à la stratégie, un des 3 axes de la stratégie du programme. Est-ce que vous rayonnez ou pas sur le territoire? Vous touchez plusieurs communes ou plusieurs types de bénéficiaires? Et puis, évidemment, on va aller regarder, OK, ce que vous proposez, comment ça a un lien avec les vrais besoins des gens ou de la biodiversité et comment vous analysez le terrain et votre remontée de besoins finalement. Certains GAL ont mis des bonus, nous on en a mis 2. Le fait que ce soit la première fois que vous demandiez du leader sur notre territoire, mais aussi le fait que l'égalité femmes-hommes soit prise en compte dans votre projet. Donc typiquement un projet autour de la petite enfance, comment il intègre les enjeux d'éducation des petites filles, des petits garçons qui soient la même. Pas de stéréotypes, pas de rose, pas de bleu, enfin voilà, des choses un peu de ce style. Je vais passer sur des exemples, histoire de vous donner un peu des idées de ce que ça donne. Donc, comme je disais, on ne finance pas des fonds de roulement ou le fonctionnement. L'idée, c'est d'aller sur quelque chose d'expérimental pour le projet. Donc là, c'est un centre de ressources pour l'éducation à l'environnement du lycée agricole à côté de chez nous, qui a monté toute la restauration et la valorisation avec des ateliers pédagogiques du potager. Donc le lycée fonctionne, le centre de ressources à l'environnement fonctionnait déjà. Par contre, ils veulent lancer le projet de restauration et valorisation du potager. Donc ça, c'est un projet leader. Ce pourquoi ils ont demandé différents types de dépenses, des frais de personnel, du matériel pédagogique, les végétaux et la communication. Là, c'est des projets qui sont présentés sous l'ancien programme. Sur le nouveau programme, là, vous voyez, on est à 24 000 €
par an sur le projet sur 3 ans. La moyenne des projets qui sont financés sur le nouveau programme, ils tournent autour de 50 000 € sur notre région aujourd'hui. Un autre exemple de projet qui va être une conciergerie en zone rurale entre une structure d'insertion et une commune. Les deux ont déposé une demande leader, un pour la rénovation du local qui a été mis à disposition, l'autre pour le démarrage, l'acquisition de l'équipement pour faire fonctionner la conciergerie et le début de fonds de frais de personnel pour faire fonctionner. Et un dernier exemple de projet qui est autour d'ateliers mobiles, d'autoréparation et d'animation à la pratique du vélo. Donc là, à nouveau, c'était une association qui existait déjà, mais par contre qui ont lancé des nouveaux ateliers autour de l'autoréparation, ce qui ne faisait pas avant, ce qui n'existait pas sur le territoire par chez nous. Et donc, ils ont obtenu 31 400 € de leader pour financer le véhicule, les équipements, la com et puis les frais de personnel de l'animateur. Globalement, pour obtenir le fonds leader, vous allez toujours passer par la case animateur. Nous, on est l'essentiel dans le sens où on connaît aussi les personnes sur le territoire, donc les gens dont on parlait tout à l'heure, Petite Ville de demain, Village d'avenir, les autres financeurs, les personnes des communautés de communes. En fait, toutes ces personnes-là sont des gens qui sont dans notre champ et dans notre rayon d'action avec qui on peut interagir et vous renvoyer vers ces personnes-là. Et aussi, c'est nous qui faisons entre guillemets, la présélection et le fait qu'on vous oriente vers les critères leaders pour arriver devant un jury et un comité de sélection le plus serein possible. Donc, vous êtes au démarrage sur l'idée de projet. On prend contact. On élabore une fiche préalable qui vous permet d'avoir une date d'éligibilité des dépenses. Donc ça, c'est un conseil. Si vous avez un projet, n'engagez pas de dépenses tout de suite. Attendez à avoir signé un document qui vous dit bien, cette dépense-là, rétroactivement, on pourra la prendre en compte. Vous passez devant le comité. Alors, ça dépend des territoires. Nous, chez nous, les porteurs de projets passent devant le comité. Chez d'autres, c'est les animateurs qui présentent votre projet. Ça dépend. Vous êtes retenu, vous passez à l'étape suivante. Vous êtes ajourné, vous devez retravailler. Vous êtes rejeté, vous ne pourrez plus redemander du leader. Mais une fois que vous êtes retenu, nous, on remplit la demande d'aide pour vous. Et vous avez une réponse. Alors, ça dépend des régions, ça dépend du temps. Mais c'est la région chez nous, c'est la région Normandie, du coup, qui instruit le dossier. Le comité de sélection valide définitivement le montant. Et ensuite, vous réalisez votre projet. Vous nous envoyez les factures et on fait une demande de paiement. Donc, tout dépend de l'organisation de la région. Ça peut aller plus ou moins vite. Ça peut prendre 6 mois comme ça peut prendre 1 an. Donc, voilà, faut savoir où est-ce qu'on en est, quoi. Je vois qu'il est 40. Oui, est-ce que tu allais Et je juste suis peut-être sur mes petits oui, conseils voilà, peut-être de donner lancement. ouais, Donc, deux j'en petits ai conseils. beaucoup, j'en ai beaucoup évoqué déjà, hein. Mais l'idée, c'est voilà, aller identifier quels sont. Est-ce que vous avez du leader sur votre territoire ou votre territoire d'implantation? Contacter l'animateur, l'animatrice. Même si vous avez un doute, vous dites ah, les axes stratégiques, c'est pas trop ça. Mais bon, tentez quand même. Le plus tôt vous arrivez dans le paysage des institutions, comme le disait Clotilde, le plus tôt on pourra vous aider en fait à mettre en place votre projet. Et dès maintenant, je sais, tracer en fait. Quand est-ce que vous avez rencontré les gens? Quels sont les objectifs de votre implantation? Donnez-nous de la matière en fait pour qu'on comprenne bien votre projet, qu'on puisse essayer de déjà l'analyser selon notre grille de sélection. Ne pas engager de dépenses tant qu'on n'a rien signé. Du coup, nous, on est là pour vous valider le plan de financement du programme Leader. Donc, vous l'avez compris, nous, on a un petit jalon où on accompagne le projet aussi. On peut vous faire des retours extérieurs. On vous renvoie vers les structures d'incubateurs si vous n'êtes pas déjà connu. Mais on est aussi là pour vous aider sur la demande de subvention et l'administratif. Donc, essayez, candidatez, regardez sur vos territoires. Et j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, mais je crois que ce sera sur la deuxième partie. C'est bien ça, hein. Super. Merci beaucoup, Adèle. Comme ça, on pourra peut-être reparler ensemble comme ça des points de vigilance, aussi des contraintes peut-être du dispositif. J'arrête le partage et puis on se prend un petit temps justement de questions-réponses. Lucas, est-ce que tu as vu des questions
Oui, il y si a je une ou deux comprends assez. questions. Il y a des questions sur la typologie des projets qui peuvent être soutenus. Par exemple, on a une question sur est-ce qu'un projet leader pourrait soutenir un projet de plateforme logistique, fruits et légumes, pour faire le lien entre producteurs locaux et collectivités. Ouais, bah, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, nous, chez nous, on a valorisé un type d'action sur l'accès à l'alimentation durable et de qualité. Donc là, typiquement, je suis dans les locaux d'une des collectivités qui réfléchit à ce type de projet. Donc c'est des choses qu'on pourrait accompagner, tout à fait. Ça peut être des projets, là, je parlais plutôt de projets privés, parce que dans l'Assemblée, c'est majoritairement ça, mais en fait, on finance autant des projets de collectivités que des projets privés. Et, et une autre question qui vient juste d'arriver, est-ce que un programme leader peut financer sur du pluriannuel, donc un projet sur 3 ans qui est déjà amorcé, ou il faut que ce soit un nouveau projet? Alors, il y a un peu deux questions dans la même. Donc, déjà amorcé veut dire qu'il y a déjà des dépenses qui sont mises en place. Ce qui est, en fait, tout dépend du projet. Imaginons que vous avez lancé une phase pilote et que ensuite voilà, vous avez fait un bilan de cette phase pilote et que du coup vous passez sur le déploiement. Bah, on peut dire, OK, à telle date, on part sur du déploiement. Il y a des indicateurs qui sont mis en place. Il y a un vrai développement de l'embauche, des nouveaux achats d'équipements. Bon, bah là, on peut considérer que sur la base de votre période pilote, on part sur du développement et donc là, on peut le prendre en charge. Par contre, si vous dites que c'est déjà amorcé, que le projet n'a pas vraiment bougé, c'est un peu difficile de rattraper les dépenses tant que vous n'avez pas signé en fait une fiche préalable de demande d'aide. Et on peut soutenir un projet sur 3 ans en tant que tel, oui. On est toujours sur facture acquittée, donc ça veut dire qu'il faut avancer une grosse partie de la trésorerie. On peut faire des acomptes à partir du moment où vos cofinanceurs publics font des acomptes aussi. Donc, on peut vous payer en plusieurs fois, mais voilà, typiquement, là, j'ai des projets qui font un acompte à 1 an. Ils ont lancé 1 an de trésorerie. Enfin, voilà, c'est des projets qui avaient la trésorerie pour le faire, mais On a encore le Et temps si- pour une question, ouais, si Lucas a vu. ok. Je me suis fait happer par la notification justement de la nouvelle question. Ah, Pas de questions spécifiques sur le leader à ce moment-là. Peut-être moi j'avais une question pour toi, Adèle. Est-ce qu'on peut se faire financer plusieurs fois par un leader? Et après, il Un y aura même Nico. porteur de projet peut se faire financer plusieurs fois par le programme leader tant que c'est pas le même projet et pas le même type de dépenses. On peut aussi imaginer des projets qui ont des phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Le projet de potager dont je parlais tout à l'heure, il y a eu une phase 1 vraiment de restauration du potager et une phase 2 de lancement des animations avec une formation des équipes, etc. Et donc ça, c'est un même projet, mais c'est bien 2 phases avec 2 types de dépenses bien distinctes. Et j'ai vu que Nicolas avait levé la main pour une question. Ouais, Est-ce qu'il y qu'il a y un a une collègue connexion? normand, donc je suis sûre qu'il va compléter. Ouais, je me permets juste un complément sur la question des dépenses. Un projet peut avoir débuté et être éligible quand même au programme Leader, mais en fait, il y a beaucoup de conditions et beaucoup de mais. Du coup, la politique en général légale, c'est de dire il vaut mieux avoir d'abord rencontré l'animateur et rempli une pré-demande avant de débuter les dépenses. Si les dépenses ont débuté, ça vaut quand même le coup d'appeler l'animateur pour lui demander. Pour faire très simple, il y a certains projets qui ont des régimes d'aide d'État où l'incitativité de l'aide est interdite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir débuté votre projet, sinon vous êtes carrément inéligible du programme Leader en fait. Donc en général, l'animateur va vous dire ne débutez pas, mais c'est pas forcément parce que vous avez débuté qu'il ne faut pas contacter Ouais. le GAL, simplement pour une Hmm. précision administrative. Mm. Et dernière information, je regarde dans le chat. En effet, on a des projets qui peuvent être financés sur plusieurs territoires. Donc moi, mon territoire, forcément, il est un peu particulier. Là, je cofinance un projet qui va tourner sur le département de l'Eure avec 2 autres groupes d'action locale. Donc ça, c'est faisable. Et évidemment que vous pouvez cumuler les financements. Mais nous, comme on est les derniers payeurs, on fera attention à ce que le programme Leader, il passe bien dans nos planchers plafonds. Parce que si vous avez plein de financements, que ça s'ajoute et que du coup le Leader diminue par rapport à vos taux de dépenses, on ne pourra plus vous financer, ce sera du surfinancement finalement. Donc on fera sauter le programme Leader.
Merci beaucoup, Adèle, Pas de souci. pour la présentation, les réponses aux questions. Et Clotilde, je te laisse Ouais, avec ça Raphaël marche. pour la suite des témoignages. Carrément, donc on bascule sur le deuxième témoignage et puis je vais laisser la parole du coup à Raphaël qui est à la codirection et également responsable des opérations de Village Vivant. Du coup, Raphaël, est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous présenter Village Vivant et de quelle manière vous appuyez les porteuses de projets, notamment ESS, à s'implanter en milieu rural? Merci Clotilde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Très content d'être là, il y a plein de monde, c'est très chouette. Des visages, on ne les voit pas tous, mais en tout cas, on voit bien que le sujet intéresse, le sujet de l'installation. Alors très rapidement, Village Vivant, on est une coopérative immobilière, on est basé dans la Drôme, on intervient aussi des bureaux à Clermont-Ferrand, on intervient dans un grand quart sud-est de la France. L'idée, c'est pour les porteurs de projets comme vous, c'est qu'ils soient associatifs ou coopératifs, c'est de pouvoir vous concentrer sur votre activité ou la pérenniser en achetant les locaux d'activité, en les rénovant, en les mettant aux normes pour pérenniser les lieux, pour en faire des communs d'usage et que vous soyez boulanger, tiers-lieu, ressourcerie, espace de vie sociale ou épicerie ou que sais-je, que vous puissiez vous concentrer sur votre activité et que les locaux soient adaptés, qu'on vienne voilà, faire la rénovation qu'il faut pour l'usage et pour les usagers. Tout ça dans une logique de codécision, de coopération et d'investissement sur le long terme. Et très rapidement, on intervient, aujourd'hui, on est présent dans 11 départements. On a 28 lieux acquis, ça représente 10 millions d'euros d'investis, 10 000 mètres carrés. Voilà, en gros, les grands chiffres de Village Vivant. Et on intervient aussi, quand même, c'est que on intervient dans une phase d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on a plusieurs mois d'instruction à partir du moment où vous rentrez dans la boucle. Et à ce moment-là, on n'est pas juste un propriétaire, on va vraiment faire de l'accompagnement. Alors, on remplacera pas les accompagnateurs, les incubateurs, etc. On vient les compléter sur des outils de la méthodo et avec une expertise qu'on a acquise avec le temps, qui est celle de l'entrepreneuriat rural spécifique avec une particularité, c'est que surtout quand on est dans des lieux qui sont ouverts, on n'a pas la possibilité de se planter plusieurs fois. Une fois suffit, et c'est souvent trop tard. Et du coup, on a développé cette expertise avec le temps d'accompagnement de projets, de méthodos, de référentiels, justement pour dire qu'entreprendre en rural, c'est pas comme en ville. Il y a des spécificités, il y a des territoires, il y a des offres qui se construisent, qui se co-construisent. On ne fait pas ce qu'on veut, enfin, pas forcément ce qu'on veut. En tout cas, il y a un vrai souci de bien être en immersion. Voilà. J'en profite, on a de la ressource disponible en ligne gratuitement sur des petits kits d'entrepreneurs. Je vous donnerai le lien sur le chat. Voilà, sur trouver le local, comment intégrer ou vérifier deux, trois choses sur mon territoire. Voilà, il y a trois, quatre fiches comme ça qui sont disponibles en ligne là-dessus. Voilà. Voilà Merci. sur qui on est rapidement. Et tu l'as un petit peu précisé au démarrage, mais du coup, avec quel type de projet vous interagissez et vous proposez l'accompagnement, que ce soit en termes de valeur, de posture entrepreneuriale ou de type d'activité? Alors, on intervient uniquement sur des activités associatives ou coopératives. Pourquoi? Parce que d'un point de vue éthique, ça correspond à nos valeurs, la manière dont on a un rapport à l'économie, à l'entrepreneuriat, avec cette idée d'être dans des projets collectifs dont le partage de la valeur, la création de valeur est partagée et le pouvoir, la décision, la gouvernance est aussi partagée. Alors, au-delà d'un point de vue éthique, et ça, je pense que c'est important que vous l'entendiez, c'est que c'est un vrai argument auprès des partenaires, auprès des banques, auprès des investisseurs. Souvent, on part avec un handicap quand on parle, je vais entreprendre, je vais monter une asso, je vais monter une coopérative, de méconnaissance, parce qu'on a l'impression que c'est des ovnis où tout est long, tout est compliqué, que ça fait pas sérieux. Et ben, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les associations et les coopératives sont plus résilientes. Je vous donne un chiffre. Un commerce coopératif dans un territoire,
a une pérennité de 85%, là où un commerce classique, c'est 65% à N+5. Donc, la dimension collective, le non-partage, la non-revalorisation des parts sociales en coopérative, par exemple, le partage de la gouvernance des décisions, le fait que les associés d'une coopérative puissent se succéder les uns après les autres, que la valeur créée retourne à l'entreprise, sont des vrais arguments que vous pouvez avoir en termes de gestion de risque, de résilience et d'ancrage sur les territoires. Et ainsi retourner aussi les arguments qui peuvent être faits, disant en fait, c'est pas parce que je suis franchisé ou que je suis pas un entrepreneur individuel que je suis pas sérieux. Bien au contraire, je présente des garanties de pérennité euh, dans l'essence même de mon projet. Et idem pour les activités associatives. On a souvent des codes à casser, des récits à déconstruire sur ces activités-là. Il suffit de voir, et je pense que vous le faites dans vos projets, des activités similaires qui peuvent se faire. Nous, on le fait en formation auprès de collectivités de techniciens. Comment une épicerie associative peut être beaucoup plus robuste et résiliente et génératrice aussi de revenus et d'activités économiques. J'ai des exemples très précis en tête par rapport à une activité portée par un gérant franchisé qui va ouvrir une épicerie. Voilà. Et dans chaque domaine, alors il y a des activités beaucoup plus sociales ou culturelles où la question comparative ne se pose pas, où de fait on va être sur un modèle associatif. Mais dans d'autres secteurs, c'est intéressant et important de pouvoir travailler votre argumentaire sur la conviction, notamment pour aller voir les financeurs, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi nous, on installe ces activités-là. Elles sont plus pertinentes, plus résilientes. Et d'un point de vue pur investisseur, parce que nous sommes aussi des investisseurs, on investit l'argent des citoyens sur les territoires, ce sont des activités qui sont plus sûres, qui marchent mieux. Merci. Et est-ce que tu pourrais aussi nous partager quelques éléments de méthode, la manière dont vous intervenez du coup sur cet enjeu de l'accès à du foncier ou voire de l'acquisition? Ouais. Alors, petit élément de méthode, vous avez dans les ressources que je donnais tout à l'heure, vous avez une fiche fiche locale. C'est hyper important d'avoir une stratégie foncière dans vos projets. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une stratégie foncière? Eh ben, je vais vous dire, c'est la même chose qu'une stratégie RH, une stratégie de communication, une stratégie commerciale. Souvent, c'est un impensé, le foncier, l'immobilier dans vos projets. Dans vos projets, je ne vous pointe pas aujourd'hui, mais dans nos projets, dans les projets, globalement, on se dit, on verra bien, voire même, on ne se pose même pas la question. En accompagnant les projets, on voit que presque systématiquement, c'est une question qui se pose très vite, soit à la création, soit à la pérennisation, et qui peut mettre en danger la pérennité du projet. Je pense à des tiers-lieux qui sont installés, qui aujourd'hui ont créé de la valeur et peuvent faire mettre dehors parce que le propriétaire de l'usine veut revendre, ou les bureaux vides veulent changer d'affectation, etc. Ou d'autres projets qui n'ont pas la bonne taille, ou qui ont mal fait leur bail au début. Voilà. Donc moi, je vous invite très clairement, dans toutes les activités entrepreneuriales que vous menez, les projets que vous menez, d'avoir une case de quelle est ma stratégie foncière. Et quelle est ma stratégie foncière? C'est pas je veux forcément acheter, je veux forcément être propriétaire, parce que dans bien des cas, ça peut être une connerie de devenir propriétaire. Est-ce qu'il faut mieux que je sois propriétaire? Est-ce qu'il faut mieux que je sois locataire? Quel type de contrat il faut que j'ai? Voilà. Et en tout cas, de bosser ces sujets-là, les intégrer. Il y a plein d'outils, de choses qui existent. On peut même avoir de la créativité réglementaire pour s'assurer de ne pas se faire mettre dehors, pour conserver son lieu ou la valeur créée ou les travaux qu'on a fait dans quelques années. Et du coup, voilà, intégrer ces sujets-là. Quand on accompagne, nous, des porteurs de projets, alors dans le cadre de notre foncière, on va devenir propriétaire ou on investit dans les projets qu'on installe. Donc, on a tout un cheminement qui commence par une inscription à notre visio en ligne sur notre site internet. C'est pareil, je pourrais vous remettre le lien. Et on suit le projet, on l'accompagne sur plusieurs mois jusqu'à l'acquisition, puis après les travaux et l'ouverture du projet. Et l'expertise qu'on a développée, c'est vraiment de pouvoir aussi reconfigurer les moyens portés par le porteur de projet dans ses travaux, nous, ce qu'on porte, pour qu'ils correspondent le plus à l'usage sur le temps long. Et puis d'avoir des stratégies aussi
de réduction des charges, tout simplement, sur les économies d'énergie, puisqu'on va privilégier l'investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement qui incomberaient au porteur de projet. Voilà. Ce type d'accompagnement-là. Et après, dans nos formations, c'est pareil, je vous mettrai un lien sur nos formations. C'est vraiment aussi comment penser son projet dans le temps, son espace, le rapport aux normes, pour que je ne sois pas prisonnier d'une mise aux normes à venir, d'un développement futur. Voilà. Et en termes de financement, parce que c'est le sujet du jour, c'est aussi d'adapter dans mes plans de financement initiaux cette stratégie foncière. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on a des porteurs de projets qui très vite, voire trop vite, veulent acheter. Alors des fois, c'est bien d'acheter, mais souvent, ce n'est pas forcément bien. En tout cas, d'acheter avec sa structure. Il y a des montages particuliers qui peuvent permettre de ça. Pourquoi? Parce que immobiliser des ressources dans l'immobilier, et je force la répétition, mais immobiliser dans l'immobilier, ça n'a pas beaucoup de sens parce que vous enlevez mathématiquement les capacités d'investir dans votre activité productive, qu'elle soit sociale, culturelle, économique, etc. Investir dans les murs, c'est de l'immobilisation pure. Ça ne fait pas vivre vos projets. Il faut mieux pouvoir développer, moi je ne sais pas, son projet parce que j'ai un projet de commerce et que j'ai besoin d'ameublement, que j'ai un projet de brasserie, j'ai besoin de cuves, que j'ai un projet de tiers-lieu et qu'il faut que je mette de l'ameublement ou une salle, un foyer qui soit vivant ou je ne sais quoi là-dessus. Donc voilà, l'immobilier. Et en revanche, par contre, quand je fais ça, c'est comment j'ai, par le bail, par des promesses d'achat, par un rapport au propriétaire, aux différentes choses, les capacités de pouvoir déployer mon projet dans le temps avec ce que je disais, une stratégie foncière sur plusieurs années. Et tu l'as aussi précisé que finalement, du coup, cette stratégie foncière, elle est adaptée au contexte local, donc finalement un petit peu sur mesure. Mais je me demandais s'il y avait un montage immobilier solidaire qui, voilà, fonctionne et auquel tu penses et que tu peux du coup nous partager pour exemplifier un petit peu la manière dont intervient Village Vivant ou qui justement illustre que face à plusieurs options, des fois, il y a quand même un bon choix qui se dessine pour l'opérateur. Alors, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas d'unique, de montage unique qui correspondra à toutes les situations. Mais je ne botte pas en touche, je vais quand même répondre à la question. Je vois 3 scénarios. Le premier, c'est de se dire, et souvent c'est celui qui est privilégié, notamment par manque de moyens, c'est de se dire, je limite mes investissements immobiliers. Donc, je pars sur des systèmes de baux. Là-dessus, une fois qu'on est sur un bail, il n'y a pas que le bail commercial. Il y a plein d'autres modalités de contractualisation pour devenir locataire tout en sécurisant son activité et ses investissements qu'on peut faire sur le lieu. Je pense à un chantier participatif qu'on peut faire en tiers-lieu ou dans une espèce de vie sociale ou un café asso. Voilà, on vient mobiliser de l'énergie bénévole. Et je vais mettre un contrat qui va bien ou à l'intérieur du bail commercial, parce que souvent c'est celui qui va être le plus sécurisant, des clauses spécifiques qui vont me permettre de sécuriser ce temps-là, ces investissements-là, de pouvoir voire même les récupérer une fois que le bail va arriver à terme. Voilà. La première chose, c'est la location. Et travailler la location, c'est pas juste je vais louer un local, passez-moi le bail, signez-le C. Non, non. Quel type de contrat? Comment il est rédigé? Quelles sont les clauses à mettre en place pour protéger mon projet, la création de valeur? Et tout ça, encore une fois, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est souvent un impensé de l'installation des projets. Comment je contractualise mon occupation? Et que vous devez y mettre beaucoup d'attention, parce que je le vois encore, dans beaucoup de projets, la contractualisation sur les locaux est signée sur un coin de table et quelques années après, ou 1 an, 2 ans après, on se dit: «Ah mince, je vais me faire mettre dehors. Ah mince, j'ai fait des travaux, je ne peux pas les récupérer. Ah mince, je ne peux pas partir à cet endroit-là. Ah mince», enfin voilà, toutes ces choses-là, voilà. Donc il faut anticiper et bosser ça. Ça, c'est le premier scénario, c'est celui d'être locataire. Il y a le scénario où, on décide d'être propriétaire. Là-dessus,
j'ai envie de dire si il y a que à la création, je vois que quelques cas de figure très particuliers qui nécessiteraient d'acheter le local. Et encore une fois, si c'est le cas, faites un montage, et c'est le troisième point, un montage avec une structure porteuse de l'immobilier, une structure qui porte l'activité. Pourquoi? Donc ça peut être une SCI, mon asso, une coopérative et une SCI. Pourquoi? Parce que vous détachez les risques. Parce que d'un côté, vous avez l'immobilier, pour lequel vous pouvez avoir des financements spécifiques, le prêt immobilier. Et ce type de financement, c'est des financements que vous n'avez pas sur vos activités. Donc, vous optimisez les financements et surtout, vous laissez des taux d'endettement et des capacités de remboursement bien spécifiques dans vos structures. Vous venez pas plomber votre activité associative ou coopérative par des remboursements d'échéances énormes. Voilà. Elles sont dans la structure immobilière. Et le banquier aura beaucoup plus tendance à vous prêter de l'argent pour acheter et rénover votre local dans une structure séparée. Parce que s'il y a un problème avec votre association auquel il n'a pas forcément trop confiance, il suffit de couper le bail et vous pouvez relouer ou revendre le bien. Et de cette manière, vous protégez l'activité d'exploitation d'animation et l'activité qui a fait l'acquisition et la maîtrise foncière. Voilà. Après, il y a plein de sous-montages, des choses imbriquées, etc. Et encore une fois, il peut y avoir beaucoup de créativité sur ces sujets-là. Et là-dessus, sur notre site, vous avez aussi pas mal de ressources. Et enfin, j'ai envie de dire, l'autre sujet, c'est de se faire héberger par quelqu'un d'autre. Soit vous faites comme avec Village Vivant, vous venez choisir votre propriétaire, vous nous demandez d'acheter votre local. Il faut que ce soit sur notre zone d'intervention, le Grand Quart Sud-Est de la France. Soit vous avez une collectivité, soit vous faites héberger par un tiers. De cette manière, vous faites porter le risque et le métier aussi, parce qu'attention, être propriétaire ou faire des travaux achetés, au-delà de l'aspect financier, c'est du taf, c'est du risque, c'est un métier, c'est de l'expertise, c'est des normes, c'est tout ça. Et ça, c'est beaucoup de temps. C'est aussi pour ça qu'on a monté Village Vivant. C'est parce que moi, je ne sais pas faire du pain et que le boulanger, il ne sait pas forcément faire de l'immobilier. Et donc, chacun son métier et on vient soulager aussi chacun sur ces métiers-là. Donc, voilà un petit peu les schémas, location, achat. Et dans l'achat, je dirais division avec, je reste quand même locataire de la structure qui achète, même si c'est les mêmes personnes qui se retrouvent, avec plein de montages intermédiaires, où je viens avoir recours à une structure. Ça peut être une collectivité qui vous héberge dans un premier temps, ou une foncière comme nous, ou une autre structure immobilière un peu plus large. Voilà. Et au passage, je cite d'autres foncières comme Antidote, comme le Clip, qui n'est pas une foncière, qui est une structure pour pouvoir racheter le lieu. Belleville, où vous avez aussi des foncières locales, focales, beaucoup de foncières d'activité, ne sont pas forcément spécialisées sur l'ESS, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a de plus en plus de structures qui portent l'immobilier sur les territoires et on n'est bien sûr pas les seuls. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, pour tous ces partages éclairants. Je vois un petit peu le temps qui file. Je me disais peut-être laisser à Maya, du coup, aussi le soin de partager. Et si tout se passe bien, on aura une dizaine de minutes pour terminer, voilà, pour revenir sur du coup le témoignage de Raphaël. S'il y a quelques questions, je vois déjà qu'il y en a une du coup qui est dans le chat. Voilà, donc de reprendre le temps, si vous voulez bien, en fin de webinaire, pour revenir sur les questions. Et je te repasse la parole du coup, Émilie. Et encore merci, Je veux Raphaël. bien. Alors, du coup, je peux peut-être aussi répondre dans le chat aux questions au fur et à mesure, comme ça laisse du temps aussi à la discussion. Enfin, j'ai parlé de 2-3 ressources. J'ai parlé de formation. Je vous enverrai le lien pour les questions de base immobilière pour les structures de l'ESS. On a une formation. On a tout un cycle de formation, enfin, plusieurs sessions de formation programmées dans l'année, de 2 jours et demi, enfin de 3 jours. Et aussi une formation pour les techniciens, agents de développement, collectivités, sur comment intégrer les logiques de l'économie sociale et solidaire et de l'immobilier dans mes projets de développement local. Et la dernière, c'est entreprendre en rural. Ce que je disais, c'est à partir des opérations qu'on a vues, qu'on a suivies, les spécificités de l'entrepreneuriat rural. Voilà, on a ces formations. Je vous mets le lien et les autres ressources dont j'ai parlé sur le chat et j'essaie de répondre déjà aux premières questions. Merci.
Merci beaucoup, Raphaël. Comme ça, effectivement, Clotilde, on va passer à la présentation de Maya et puis on prendra vos questions juste après. Maya, merci beaucoup comme ça d'être parmi nous à ce webinaire. Donc, tu es Maya de France Active Nouvelle-Aquitaine. On se dit que c'était important, même si certains connaissent France Active, de rappeler parce que c'est un acteur je dirais incontournable. En fait, quand on se crée ou quand on développe son activité dans l'économie sociale et solidaire, toi, tu es responsable territorial sur la Gironde et le Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, où il y a quand même un territoire rural important sur ce département-là. Donc, on trouvait que c'était intéressant, avec ton expérience des territoires ruraux, que tu nous présentes les besoins financiers spécifiques que tu vois sur ces territoires et lors de la création et du lancement. Et puis après, je te laisserai présenter un dispositif spécifique aux territoires ruraux que vous avez au sein de France Active. Je te laisse présenter comme ça. Et France Active, de façon générale, je te laisse présenter France Active aussi en quelques phrases. Oui, merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer d'être assez brève puisqu'effectivement, on est appris par le temps. Rapidement, donc, je suis Maya Veleva, responsable territoriale sur la Gironde de Lot-et-Garonne au sein de France Active Nouvelle-Aquitaine. France Active est un réseau national, un réseau associatif qui est présent sur tous les territoires, présent par le biais d'associations territoriales. Donc, il y en a 35 aujourd'hui. France Active Nouvelle-Aquitaine, donc on intervient sur la région Nouvelle-Aquitaine. On est 52 salariés et notre mission, 52 salariés, 60 bénévoles, plusieurs dispositifs qu'on porte, donc un dispositif d'accompagnement, de financement. Notre mission principale, c'est rester financeur solidaire et venir dans les tours de table financiers lorsque vous avez des projets d'investissement. Donc, on est vraiment positionné sur le volet financement et recherche de financement. On est un acteur incontournable. Pourquoi? Puisque, comme je le disais, on fait effet de levier. On est en contact avec tous les partenaires. Donc, on a vu les partenaires leaders, on a vu les partenaires des foncières locales. On voit aussi les comités de communes. Donc, on est vraiment un acteur qui vient se joindre à plusieurs écosystèmes, justement pour proposer des outils de financement, de garantie, et pour venir compléter le tour de table financier. On mobilise, nous, pourquoi on se dit financeur solidaire, puisqu'on mobilise indirectement de l'épargne solidaire, et en fait, on réinjecte l'argent dans l'écosystème et dans l'économie. Comme tu le disais si bien, Émilie, Lot-et-Garonne est un département à 95% couvert par des zones en FRR aujourd'hui, ex-ZRM. En tout cas, on est sur du rural. Et les besoins qui apparaissent aujourd'hui le plus souvent, c'est des besoins, dans le contexte économique actuel, des besoins de trésorerie. Et en appui, c'est des besoins aussi en investissement pour développer les activités. Donc, le contexte économique étant un tout petit peu particulier, les besoins de trésorerie sont de plus en plus apparents. Donc, France Active, qu'est-ce qu'on fait? Donc, sur la base d'outils de pilotage financier, donc un tableau de trésorerie, bilan prévisionnel, on va faire un premier diagnostic des besoins et on va essayer de comprendre sur quel outil on va se positionner. Est-ce qu'on va se positionner avec une garantie bancaire, c'est-à-dire on viendra conforter la banque dans votre projet et puis lui permettre d'avoir confiance et d'être sécurisé pour vous octroyer un crédit. Donc ça, c'est une garantie bancaire. Ou est-ce qu'on viendra en plus de la garantie ou à part via des crédits, soit des crédits, en général, c'est des crédits qui sont sans taux d'intérêt, puisqu'on encore une fois, on mobilise de l'épargne populaire pour la distribuer dans l'économie. Donc, ces deux outils, soit garantis, soit prêts, on les mobilise forcément en appui aux autres acteurs. On n'intervient jamais seul dans les projets. Et l'objectif, c'est vraiment
voir les projets se réaliser, mais de manière structurante et efficace. On n'ira pas sans lecture et sans diagnostic financier du projet. Alors, les outils spécifiques pour les zones rurales au sein de France Active, ce sont plutôt des outils de garantie bancaire. France Active a retravaillé son offre socle il y a quelques années et a mis en place des garanties professionnelles qui permettent de sécuriser quasiment 100% du risque sur les prêts bancaires, ce qui permet en fait aux banques d'avoir plus confiance au projet et de se dire qu'en cas de défaut de paiement, il y a France Active en face, et ce qui facilite en fait l'accès à des financements privés. Puisqu'il ne faut pas oublier, il y a effectivement les financements publics des communes, il y a les financements publics des régions, les mécénats, il y a les fondations, mais il y a également les financements privés qu'on aime beaucoup moins, puisque c'est des financements bancaires avec des taux d'intérêt. Cependant, des acteurs comme France Active peuvent venir sécuriser, pallier à certains... par certains moyens financiers. Voilà. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que tout à l'heure dans la présentation, il a été évoqué aussi des groupements qui se font par un certain comité de communes. Oui, c'est bien le cas aussi en Gironde, par exemple. Il y a des communes qui se réunissent et qui sont délégataires et gestionnaires d'outils de financement public. Par exemple, la région qui délègue à un groupement de comités de communes pour faciliter les investissements en milieu rural. N'hésitez pas à vous adresser à vos comités de communes et voir est-ce qu'il n'y a pas des consortiums qui sont faits de ce type sur votre territoire. Donc voilà, assez rapidement, j'ai essayé de faire assez rapide, assez efficace. Enfin, assez efficace, je ne pense pas, mais assez rapide en tout cas. C'est efficace. Ouais, je ne pense pas que c'est très efficace, mais en tout cas, si vous avez des questions, je reste disponible peut-être dans le chat. Je vois qu'il est 12h15 et je sais que par rapport au déroulé, on a un tout petit peu de retard. T'en fais pas. C'est quelques minutes, il y a pas de souci. Non, mais c'était très, très clair, effectivement. Après, sur le temps de questions-réponses aussi, n'hésitez pas à poser vos questions comme ça ou poser une question pour votre structure parce que des fois, le côté illustration permet aussi par rapport à la réponse qu'on peut vous donner, peut aussi aider les autres structures. Mais merci beaucoup, Maya, d'avoir présenté en même temps le côté France Active, effectivement, qui est un acteur très intéressant dans le cadre de ce que tu disais, ce soit ce tour de table, le côté cofinancement, l'effet levier aussi quand on va voir des banques ou quand on veut investir, en même temps un dispositif spécifique. Tu disais, et là, il y a aussi ce côté de connaissance. Moi, je trouve quand tu exprimes le côté le territoire, tu sais que la communauté de communes là, a fait un consortium pour pouvoir amener des investissements sur des territoires, enfin, connaissant les territoires sur lesquels c'est des territoires où il y a de la pauvreté, où il peut y avoir un développement économique qui est moins présent ou de l'isolement. Donc, c'est aussi une connaissance, enfin, voilà, d'aller voir France Active, c'est aussi une connaissance de ces dynamiques-là que vous connaissez. Et comme ça, avec un échange aussi, d'aller vous rencontrer, ça peut permettre aussi d'avoir cette information-là. Merci beaucoup, Maya. Ben là, on passe au temps de questions. Alors que ce soit pour Raphaël de Village Vivant, que ce soit pour Maya ou pour Adèle, voilà, parce que si vous avez pensé entre-temps à une question, n'hésitez pas. Donc là, ça peut être dans le chat toujours, vous pouvez mettre votre question ou lever la main. On peut y aller aussi en temps de questions-réponses, juste vous levez la main, puis on vous passe la parole. Est-ce que Lucas, tu as vu des questions? Pas de questions spécifiques pour l'instant, alors n'hésitez pas à lever la main pour poser une question voilà. Merci Caroline. La parole est à toi. Directement. Ah oui, parce que j'arrive pas à réécrire dans le chat, je sais pas pourquoi, c'est bloqué. Oui. Merci pour la réponse. Effectivement, nous, on partage en tout point vos sujets. On est dans Loir-et-Cher. Moi, j'ai repris une exploitation agricole. On a monté un collectif d'agriculteurs. On est sur des terres où il y avait 10 agriculteurs il y a 10 ans. On n'est plus que 3. Les agriculteurs, c'est des terres pauvres, hein. On est en Sologne.
trouve pas de repreneur. À supposer qu'il trouve un repreneur, le repreneur n'est pas intéressé par le foncier, donc nos bâtis vernaculaires sont en train de tomber en ruine. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et puis, s'ils ne trouvent pas de repreneur, ils vendent les terres à des propriétaires qui agrandissent leur territoire de chasse. Et là, c'est dans le pire des cas. Donc, et on est un petit village de 300 habitants où les artisans sont partis à la retraite sans trouver de repreneur. Le resto a fermé, l'hôtel a fermé. Voilà, la propriétaire du café va léguer ça à la SPA, elle a 85 ans et le boulanger change à peu près tous les ans. Et donc, on a décidé de monter une association et d'initier un projet où on est d'une part sur un projet de diversification et d'innovation sur nos cultures, notamment sur des cultures qui ont vocation à faire des matériaux de construction et de l'éco-rénovation, et d'autre part de création d'un tiers-lieu qui devienne un cœur battant du village. Et donc, moi, j'ai décidé de mettre à disposition ma ferme, qui est mon bâti de ferme, qui est une très belle ferme, mais qui date de 1850 et qui est vraiment en péril, à disposition de ce projet pour en faire d'une part un laboratoire vitrine de ces débouchés en éco-rénovation et d'autre part un tiers-lieu effectivement qui permette de créer de l'animation sur le territoire et de combler tous les sujets d'innovation sociale qui manquent chez nous. Les jeunes sont partis depuis longtemps, il n'y a plus de formation, enfin bon, il n'y a plus rien chez nous. Et on se retrouve confronté exactement aux problématiques que vous évoquiez, notamment sur le foncier, c'est-à-dire que moi, je m'arrache les cheveux entre la complexité du montage juridique. Est-ce que effectivement, on fait un bail à construction sur 25 ans, sur 30 ans, avec une SIC à créer ou autre? Est-ce que on remet à disposition du collectif et on vend le bâti à un collectif, à supposer qu'il y a un collectif qui investisse dans ce projet de bâti, sachant que la réhabilitation, c'est 3 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et on n'a pas à chiffrer là-dedans l'exploitation. Et donc, je voulais rebondir sur ce que disait la personne de Village Vivant. Hier, j'ai écouté la restitution de l'opération Milliard, qui disait justement un peu le contraire sur la perception qu'avaient les financiers, les financeurs ou des investisseurs sur le côté collectif, gouvernance partagée, et qui estimait plutôt que ça présentait un risque. Parce que pour pouvoir porter des projets comme ça, donner une nouvelle raison d'être à une ferme en péril, il fallait faire des gros investissements. Le temps de la finance, c'est plutôt un temps court. Le temps de ces projets, c'est plutôt un temps long, et que le côté démocratique et de la gouvernance partagée pouvait être un problème quand il s'agissait d'aller chercher de l'argent auprès de gens qui disaient bah ouais, moi si j'investis, même si c'est réemployé, réutilisé dans la sauvegarde du projet, j'ai besoin qu'à un moment soit bankable avec des gens qui sachent de quoi on parle. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est la solitude de l'entrepreneur rural sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, nous, on est tous agriculteurs. Alors moi, je suis la seule à pas être sur le tracteur, donc ils m'ont délégué le côté tête chercheuse, mais j'en crève, quoi, de taper à toutes les portes, de devoir gérer mes cultures, de la complexité administrative pour monter des dossiers de subvention, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, effectivement, j'ai vu qu'il y avait peut-être une possibilité avec un lien chez vous sur le Loir-et-Cher. Alors moi, je suis au bout du Loir-et-Cher, je suis limite Loiret et Cher. Mais pourquoi pas, d'abord pour être accompagné et puis sinon, à minima, pour partager notre expérience parce qu'on essaye d'hacker le système. Ça fait 2 ans qu'on tourne un peu le truc dans tous les sens, mais ça nécessite une montée en compétences sur plein de sujets qu'on n'a pas nécessairement et qui est difficile à absorber au quotidien, quoi. Voilà. Raphaël, est-ce que sur la question, peut-être déjà ce côté de ce que tu disais tout à l'heure par rapport au collectif et peut-être ce que Caroline entendait par rapport à ce côté de frilosité quand on arrive en collectif? Il me semble que je disais la même chose, que justement, il n'y a pas la confiance des investisseurs, ou des partenaires ou des collectivités, et qu'il faut bosser et retourner l'argumentaire pour essayer de les convaincre. Et dans des montages, dans des systèmes de gouvernance, dans des blocages de plus-value, ça peut devenir des arguments de gestion de risque. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Comment des activités collectives peuvent être moins risquées pour Village Vivant, et du coup pour les territoires. Donc c'est juste de dire, il faut bosser ce sujet-là, il faut l'objectiver et il faut rentrer aussi dans leur langage et leurs arguments pour pouvoir les démonter. Donc on dit bien la même chose.
Pour ce qui est de ce sujet-là, je vais redire ce que j'ai dit, hein, au risque de faire trop de pub, mais c'est aussi pour ça qu'on a monté Village Vivant et qu'on essaime, c'est comment appuyer des personnes qui sont seules ou trop solitaires sur ces questions-là. Ce sont des questions cruciales de montage pour la pérennité des projets, de montage immobilier foncier. Et la formation sur les bases d'un montage immobilier pour les structures de SS, c'est vraiment ça. Tu as dit, Caroline, comment on hack le système. On est des pirates un peu, nous, et on aime bien ce côté pirate. Et comment on retourne les outils juridiques, les outils du grand capital, les outils financiers pour en faire des outils de création de commun. On n'est pas les seuls, et il y en a qui le font bien mieux que nous, mais en tout cas, voilà, on accompagne, et c'est le format qu'on propose, qui est pour le coup national, en des formations à Paris sur ces montages-là. Ok. Donc, moi, je peux m'inscrire à une formation à Paris sur ces montages-là. Mais avec plaisir. Cool. Tu vas sur notre Cool. site, j'ai envoyé le lien, il y a le catalogue, tu verras ce qu'on propose. Voilà, et c'est Génial. ouvert à tout le monde. Génial. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une question ou peut-être un partage d'expérience Il y avait une question pour Adèle Ouais. sur le degré de maturité du projet pour solliciter le programme leader. Ouais, bien vu. Oui, je l'ai vu aussi. En fait, c'est une double réponse. Pour en parler à l'animateur le plus tôt possible, parce que du coup, on a nos critères dans la tête et on sait vers où vous orienter, et on peut aussi vous orienter vers notre réseau. Pour déposer une demande d'aide, c'est là où on a besoin de plus d'éléments parce que vous passez devant un comité de sélection ou au moins nous, on présente votre projet devant un comité de sélection. Et donc là, plus on a d'infos, plus le comité est capable de se positionner sur votre projet. Donc ça, c'est un élément déjà important. Et il y a aussi le fait que là, on est sur des projets privés qui vont nécessiter un cofinancement public. Et on peut déposer une demande d'aide qu'à partir du moment où vous avez une notification ou une convention signée avec le cofinanceur. Donc, en fait, on essaye le plus possible de rapprocher le passage en comité de sélection de la dépôt du demande d'aide, donc là où vous avez quand même assez de documents. Donc, le degré de maturité sur le projet doit être quand même plus avancé pour déposer et passer en comité de sélection, ce qui n'empêche pas que nous, on travaille déjà sur certains projets pendant plusieurs années, le temps qu'ils prennent du galon, qu'ils se montent, qu'ils trouvent ses partenaires. On est aussi là pour ça. Donc voilà, le plus tôt possible quand c'est pour nous, un peu plus de maturité pour déposer à une demande d'aide. Merci Adèle pour la réponse. On va peut-être clôturer en vous donnant les prochaines dates. Je repartage juste mon écran que vous voyez sur la suite. Et je me disais, avant, parce que là, ça va être très rapide, peut-être pour nos intervenants, s'il y avait un dernier point pour pas qu'il y ait de frustration, que vous n'avez pas eu le temps de développer, n'hésitez pas. Et sinon, effectivement, on peut basculer sur la clôture. Je crois que j'ai tout dit, moi. Ok, ça Merci. marche. Bah, vous C'était très complet, hein, effectivement. vous remercier. Et puis, pour Oui. ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous se rapprochez des programmes, des incubateurs, des accompagnants sur les territoires. Ils font un super boulot. Voilà. Donc, Nous, on est Merci, incubés, mais très honnêtement, moi, je suis incubée par Alter Incube depuis, en pré-incubation là, depuis 3 mois et incubée à partir de mars. Et je trouve qu'en fait, ça pose plus de questions que ça n'en règle aujourd'hui. Parce que pour exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut être des pirates pour s'orienter là-dedans et comprendre les arcades juridiques, financières, des montages de projets, animer le territoire, créer le collectif et avoir une activité agricole à côté. C'est vrai que si on a enfin, les projets qui sont soutenus, nous, sur des projets d'innovation sociale, sont c'est pas du tout péjoratif, hein, mais des petits projets qui nécessitent beaucoup moins d'investissement que nous. Et c'est vrai que nous, quand on arrive, on est un peu des ovnis et en fait, on a plus besoin de partager avec des gens qui sont sur des sujets fonciers que sur des gens qui sont sur des sujets innovation sociale, où ça c'est presque, enfin, c'est la partie immergée de l'iceberg pour nous, quoi.
Merci. Et sur les prochains, comme ça, les prochaines, merci voilà, aux intervenants, merci pour les échanges. On voulait juste que je présente Clotilde ou tu voulais le faire peut-être sur les. Ben, c'est juste que je crois que c'est sur une autre version du PowerPoint. Attends, Mais ce que je je peux viens. dire en attendant, c'est que effectivement, bah, c'est compliqué sur 1h30 de délivrer toutes les réponses pour les cas particuliers. Mais je trouve ça aussi intéressant et c'est le rôle de l'accompagnateur de se faire, enfin, à ce que le porteur-heureuse de projet se pose des questions et déplie un peu des portes ou entrevoit des portes qui n'étaient pas du coup imaginées au départ. Et du coup, j'espère que bah, les différentes ressources qu'on a pu vous présenter, notamment aussi les intervenants intervenantes, permettront d'avoir des pistes de réponse ultérieurement sur certains enjeux. Euh, Jamais. Il y a une main qui se lève, mais je ne sais pas si on... Le temps. Je pense qu'on va clôturer, puis après on peut prendre un petit temps de peut-être pour les questions peut-être individuelles pour enfin, si je pense qu'au fur et à mesure, parce que autrement les personnes vont partir. Peut-être pour vous dire juste sur les prochains temps, il y a un prochain webinaire le 3 avril sur le même créneau horaire de 11h à 12h30. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire à partir du site internet du KIF sur le programme Les Sentiers. Donc après, il y a le prochain appel à projet pour la deuxième promo qui va être lancé courant la mars-avril 2025. Donc pour les structures qui souhaitent être accompagnées et participer au programme d'accompagnement 2025, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Et Lucas, on t'a mis vers la... Vous avez le mail de Lucas pour toute question, information par rapport Le guichet à... unique des sentiers. Oui, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport au programme. Je vous ai fait passer un petit questionnaire dans le chat, donc si vous le remplissez, il y a une question de est-ce que vous voulez être tenu au courant du lancement de l'appel à projet 2025 qui devrait partir environ mi-mars. Donc si vous répondez oui, vous me laissez votre adresse mail et je vous enverrai les infos quand ça sortira. Et bah, je disais, on est là disponible encore pendant 5-10 minutes. S'il y en a certains qui veulent rester sur cette visio pour nous poser quelques questions plus individuelles ou par rapport à la structure, justement pour le prochain programme là, des sentiers. Et on voulait vous remercier pour votre participation, remercier les intervenants et à bientôt sur le prochain webinaire ou pour le prochain programme d'accompagnement. Puis on vous souhaite une excellente journée et une excellente fin de semaine. Ouais, de nouveau, un grand merci à Maya, Adèle et Raphaël. Et puis une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne Merci à vous. journée. Bonne journée. Bonne journée.